que j'aurais forcément. C'est un moment où il faut avoir cette discussion. La monarchie, de par sa constitution, confère une certaine légitimité. La princesse Anne a révélé l'une des dernières volontés du roi Charles. Une volonté profondément personnelle qui a surpris les princes William et Harry au sein d'une famille marquée par des tensions latentes et une distance tacite. La requête du roi a laissé son fils abasourdi et incertain quant à la suite des événements. Un sommet inattendu. Dès l'arrivée du prince Harry seul à Windsor, la tension était palpable. L'absence de Meghan ne passa pas inaperçue, suscitant des murmures parmi le personnel avant même le début de la réunion. En n'envoyant que Harry, le couple envoya un message clair, quoique silencieux, quant à l'état de leur relation avec la famille royale. Dans les grandes salles, un silence pesant régnait. Le roi Charles avait convoqué tous ses subordonnés, mais l'atmosphère était chargée de non-dits. La sécurité avait également été renforcée, signe évident que cette réunion dépassait largement le cadre d'une simple conversation de famille. La véritable surprise, c'est que Charles, qui s'adressait habituellement à la famille, avait choisi de ne pas prendre la parole. C'est la princesse Anne qui fut chargée de transmettre son message. Et même si l'on s'attend plus ou moins à ce genre de situation, on n'y prête guère attention, notamment parce que la monarchie est synonyme de continuité. Cette rupture avec la tradition a immédiatement mis en évidence la gravité de la situation. Nombreux étaient ceux qui n'avaient pas vu le roi depuis des semaines, et son apparence reflétait les ravages de ses problèmes de santé. Debout devant sa famille, Anne incarnait le calme absolu. Son corps, rigide, portait le poids de sa mission. Lorsqu'elle prit la parole, ses mots transpercèrent de la tension palpable comme un couteau brûlant. Il ne s'agissait pas d'une simple annonce royale, mais d'un bouleversement majeur pour l'avenir de la monarchie. Ce qui devait être une transition progressive s'accélérait désormais. La monarchie, semblait-il, subissait une refonte complète. Le visage de William trahissait sa stupéfaction face à l'ampleur de la tâche qui lui était confiée. Le calendrier de son accession au trône avait été considérablement raccourci. Ce qui devait prendre des années se réduisait désormais à quelques mois. Harry, on retreat, percevait le changement irréversible qui s'était opéré. Son regard croisa celui de William un bref instant, une compréhension tacite s'établissant entre eux, malgré la distance qui s'était installée. En quelques instants, des disputes éclatèrent. Le prince Edward, qui jouait habituellement le rôle de médiateur, se retrouva pris au piège au cœur des tensions familiales grandissantes. Même Camilla, d'ordinaire si réservée sur les questions familiales, exprima ses inquiétudes face à la rapidité des changements. Chacun peinait à comprendre ce bouleversement soudain. Mais Charles n'avait pas pris cette décision à la légère. Sa santé déclinait, et il savait que l'avenir de la monarchie reposait sur cette restructuration. Les années de scandales, de méfiance du public et de divisions internes avaient atteint un point de non-retour, et ce moment avait été choisi avec soin, après mûre réflexion, pour faire passer ce message. Affablé, Charles avait passé d'innombrables nuits blanches à peaufiner et remanier l'annonce, ne consultant que ses conseillers les plus fidèles. Au sein de la famille royale, Anne était connue pour sa franchise, un trait de caractère qui la mettait parfois en porte-à-faux avec la préférence de la monarchie pour la diplomatie. Mais en ce moment précis, sa franchise était exactement ce dont Charles avait besoin. Dans une famille où les vérités dérangeantes étaient souvent dissimulées sous un voile de cérémonie, Anne était la seule personne en qui il pouvait avoir confiance pour parler franchement. Lorsqu'elle eut terminé, une longue silence s'installa. Même le personnel présent semblait retenir son souffle. Le poids de siècles de tradition paraissait sur le point de s'effondrer à tout instant. Le plan de Charles ne se limitait pas à la transmission du trône. Il s'agissait de repenser entièrement la place de la monarchie dans le monde moderne. Face à une popularité en berne et à la montée du sentiment républicain dans les pays du Commonwealth, Charles savait que l'institution ne pouvait poursuivre sur sa lancée. De récents sondages révélaient une chute brutale du soutien parmi les jeunes Britanniques, une tendance que Charles ne pouvait plus ignorer. Son plan prévoyait de réduire le nombre de membres actifs de la famille royale, d'ouvrir les propriétés royales au public et de réformer en profondeur les finances de la monarchie. Une réforme impensable sous les règnes précédents. Il ne s'agissait plus de tradition, mais d'assurer la survie de la monarchie dans une ère de scepticisme. William hériterait toujours du trône, mais la monarchie autour de lui était en pleine refonte. Les Britanniques souhaitent que le prince William monte sur le trône à la fin du règne de la reine Élisabeth. Il ne s'agissait plus seulement de titres, il s'agissait d'influence, d'image publique et de la capacité de la monarchie à conserver toute son importance après tout ce qu'elle avait enduré. Le poids de l'histoire pesait lourd. La décision de Charles n'a pas été prise isolément. Elle a été façonnée par près d'un siècle d'histoire royale.
La crise d'abdication de 1936, lorsque Edward VIII a abdiqué, et contraint son frère George V, pris au dépourvu, à monter sur le trône, menaçant de déstabiliser la monarchie. Puis, à la mort prématurée de George en 1952, sa fille Élisabeth II a hérité du trône à un âge inattendu, assumant d'énormes responsabilités que la plupart n'imaginaient pas avant la quarantaine. Charles a grandi en voyant sa mère sacrifier sa vie personnelle à ses devoirs. Leur relation, tendue, lui a donné une vision complexe des obligations royales. Voyant la couronne absorber l'identité de sa mère, il a très tôt compris que le pouvoir n'avait rien de glorieux. Il l'a isolée, faisant d'elle un symbole vivant de l'État. Ses souhaits personnels passaient toujours après les attentes du public. À la mort d'Élisabeth en 2022, la monarchie perdit son dernier pilier de stabilité. Ses 70 ans de règne avaient masqué les problèmes profonds de l'institution. Le diagnostic de cancer de Charles peu après, bien que tenu secret au début, révéla que le temps était désormais un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. Soudain, assurer l'avenir de la monarchie devint une priorité absolue. Après avoir passé des décennies à se préparer à devenir roi, Charles se retrouva confronté à la possibilité très réelle que son règne soit écourté par la maladie. L'ironie de la situation n'échappa ni à Charles ni aux historiens royaux qui étudiaient depuis longtemps les successions tardives à Windsor. À présent, sa santé déclinante. Charles était déterminé à ce que William n'hérite pas des mêmes faiblesses institutionnelles qui avaient rendu sa propre transition si difficile. Charles avait toujours été l'héritier patient, mais le temps pressait. La couronne n'était plus un simple symbole. Fragile, elle nécessitait d'être protégée des critiques extérieures et des luttes intestines. Chaque apparition publique exigeait une préparation médicale. Avec des médecins toujours à sa disposition, Charles étudia les monarchies européennes et le chaos qui suivait les abdications précipitées. Il ne voulait pas reproduire leurs erreurs. Ses décisions visaient la survie de l'institution, et non sa propre gloire. Il mit en place de nouvelles mesures de transparence financière, entama des discussions sur la restitution des objets royaux aux anciennes colonies et commença à transformer certains domaines royaux en logements sociaux. Autant de mesures inimaginables sous les monarques précédents. En coulisses, William et Kate assumaient discrètement davantage de responsabilités. Selon certaines sources, William recevait désormais les boîtes rouges du gouvernement aux côtés de son père. Un transfert de pouvoir progressif mais clair. Le prince William était parfaitement préparé à une éventuelle nomination à la tête de l'État. Son implication dans les réunions avec le premier ministre et les dirigeants internationaux s'intensifiait. Il était préparé pas à pas au poids de la couronne. Le rôle crucial de Kate. Kate s'est naturellement imposée comme une figure centrale, sans fanfare ni annonce officielle. Là où Diana avait peiné à supporter les contraintes de la vie royale et où Meghan les avait finalement rejetées, Kate a fait preuve d'une remarquable capacité d'adaptation. Elle a assumé des responsabilités en solo, géré des programmes de développement de l'enfant et de santé mentale, et reçu des dignitaires étrangers avec une assurance tranquille qui a impressionné même les diplomates les plus chevronnés. Elle est devenue une figure de stabilité sur laquelle le public et la famille royale pouvaient compter. Bien que William porte la couronne, Kate s'affirmait comme le pilier émotionnel de l'avenir de la monarchie. Sa relation avec Charles, d'abord formelle, s'était muée en une véritable complicité. Le roi sollicitant de plus en plus ses conseils sur les affaires familiales, Charles reconnut en elle la stabilité qui avait initialement manqué à son propre mariage. Contrairement à nombre de celles qui épousèrent un membre de la famille royale, Kate apporta l'authenticité plutôt que des liens aristocratiques. Ses origines bourgeoises, jadis subtilement moquées par certains courtisans comme trop ordinaires, représentaient désormais un lien essentiel avec la vie britannique quotidienne. La reine Élisabeth avait très tôt reconnu son assurance, tandis que d'autres, comme Camilla, la voyaient initialement comme une menace potentielle pour leur influence. La force de Kate résidait dans sa capacité à garder les pieds sur terre, malgré son entrée dans une institution fondée sur la tradition et la hiérarchie. Sa gestion des critiques publiques a prouvé sa valeur à maintes reprises. Lorsque Meghan Markle a affirmé que Kate l'avait fait pleurer pendant les préparatifs de son mariage, Kate a gardé un silence digne. Elle n'a fait aucune déclaration ni accordé d'interview. Elle a simplement poursuivi son travail avec une visibilité accrue. Cette discrétion a démontré une force qui a impressionné tant les conseillers royaux que le public. Sa cote de popularité a constamment dépassé celle de la plupart des autres membres de la famille, y compris celle de William à certains moments. Derrière les murs du palais, l'influence de Kate s'étend bien au-delà des apparitions publiques.
Elle a modernisé certains aspects de l'éducation royale, insistant pour que ses enfants vivent des expériences en dehors du cocon de privilèges. Elle a gagné la confiance de ses clients grâce à son jugement sûr et à sa constance lors des réunions privées du conseil. Alors que d'autres faisaient la une des journaux par des scandales, Kate a bâti sa crédibilité sur un engagement sans faille. Lors du couronnement de Charles, sa présence a affirmé la direction que prenait la monarchie. L'avenir aux côtés du présent, prête à intervenir en cas de besoin. Sa relation avec les jeunes membres de la famille royale, notamment la princesse Charlotte et le prince Louis, a fait d'elle le pilier émotionnel de la famille. Le personnel rapporte que même les corgis de la reine, pourtant réputés difficiles en matière d'affection, apprécient sa présence. Au sein d'une famille souvent critiquée pour sa froideur affective, Kate a instauré avec soin des pratiques parentales plus chaleureuses, tout en respectant les traditions. La monarchie fait face à un examen sans précédent à l'ère numérique. Les réseaux sociaux ont transformé l'interprétation des actions royales. Chaque apparition est analysée par des millions d'internautes. Les experts en relations publiques rattachés au palais surveillent désormais en permanence l'opinion publique en ligne et fournissent des rapports quotidiens sur la perception des activités royales. Cela représente un changement fondamental par rapport à l'époque d'Élisabeth, où l'opinion publique se développait plus lentement par le biais des médias traditionnels. Charles a pris conscience de cette nouvelle réalité dès le début de son règne. Il a créé le premier conseil royal des médias sociaux, composé de conseillers traditionnels et de spécialistes du numérique, afin de l'aider à définir des stratégies de communication en ligne. Malgré les réticences initiales de certains courtisans plus âgés, cette approche a permis à la monarchie de réagir plus efficacement aux controverses avant qu'elles ne s'enveniment. Les frères se séparent. Pendant ce temps, le prince Harry reste tiraillé entre deux mondes. Sa vie en Californie lui permet de se construire une nouvelle identité, tandis que son identité britannique le rattache à l'institution qu'il a quittée des années après s'être retiré de ses fonctions royales. Il continue d'influencer l'avenir de la monarchie, tant par son ascendance que par son discours sur la vie royale. Malgré des déclarations publiques soigneusement élaborées sur l'amour familial, la relation entre Harry et William demeure profondément affectée. Ils n'ont pas eu de véritable conversation depuis des années, et les tensions n'ont fait que s'accroître après l'interview de Harry et Meghan par Oprah Winfrey, révélant des discussions familiales privées concernant la couleur de peau potentielle de leurs enfants. Les mémoires de Harry, Spare, ont encore creusé le fossé, avec des révélations sur des altercations physiques entre les frères et des portraits peu flatteurs de William et Kate. Le personnel du palais ayant servi les deux frères rapporte que William refuse de parler de Harry en privé, changeant immédiatement de sujet dès que son nom est mentionné. Les rumeurs persistent quant à d'autres révélations que Harry aurait préparées, mais non divulguées. Des sources proches des Sussex laissent entendre que des chapitres entiers auraient été retirés du manuscrit avant publication, sur les conseils de leurs avocats. Certains pensent qu'il attend un moment de réconciliation, tandis que d'autres estiment qu'il attend de voir quel genre de roi William deviendra. L'existence de ces révélations potentielles alimente une anxiété constante au sein du palais. Mais la possibilité pour Harry de réintégrer la famille royale ne dépend peut-être plus de lui. Ce pouvoir repose de plus en plus entre les mains de William, dont la position se renforce au gré des fluctuations de la santé de Charles. La dynamique a profondément changé. Harry ne peut plus se fier à son père comme autorité suprême quant à son statut. L'avenir est entièrement entre les mains de son frère. Je ne crois pas que nous puissions jamais avoir la paix avec ma famille tant que la vérité n'aura pas éclaté. Alors que William se prépare à assumer le rôle de dirigeant, son approche semble plus déterminée que celle de son père. Alors que Charles encaissait les conflits familiaux en silence, souvent en intériorisant le stress, William semble prêt à établir des limites et des attentes claires. Selon des sources proches du palais, l'un de ses premiers actes en tant que roi pourrait être de retirer officiellement à Harry et Meghan leur titre d'Altesse royale qu'ils ont conservé mais auquel ils ont renoncé en se retirant de leurs fonctions royales. William estime que la monarchie a besoin d'une définition plus précise de ses représentants dans un paysage médiatique où toute déclaration peut être relayée à l'échelle mondiale. Ceux qui choisissent de quitter la monarchie ne devraient pas conserver de titres liés à l'institution qu'ils ont abandonnée. Cette position s'est durcie lorsque Meghan a récemment été qualifiée de « Altesse royale » dans un message republié par un diplomate étranger, malgré les accords interdisant l'utilisation de ce titre. Pour William, cela a mis en lumière la confusion persistante quant à leur statut et la nécessité de clarifier les limites.
Un autre défi majeur pour la monarchie concerne ses relations avec les pays du Commonwealth, sous le règne d'Élisabeth. Sa popularité a contribué à maintenir ces liens, même si de nombreuses anciennes colonies réévaluent leurs relations avec la Grande-Bretagne. Depuis son décès, plusieurs nations caribéennes ont entamé des procédures officielles pour destituer le monarque britannique de ses fonctions de chef d'État. À l'instar de la Barbade en 2021, Charles a abordé cette question avec pragmatisme plutôt qu'avec résistance. Il a reconnu en privé que cette évolution était inévitable et potentiellement salutaire. Au lieu de lutter pour conserver un leadership symbolique, sa stratégie s'est concentrée sur la transformation de ses relations en de véritables partenariats fondés sur des intérêts communs plutôt que sur une obligation historique. Cette approche a surpris nombre de personnes qui s'attendaient à ce qu'il défende plus ardemment les rôles traditionnels. William a joué un rôle central dans la mise en œuvre de cette nouvelle vision. Ses tournées dans les pays du Commonwealth privilégient désormais les initiatives climatiques, les partenariats éducatifs et les échanges culturels plutôt que les obligations cérémonielles. En coulisses, il rencontre des jeunes leaders du Commonwealth afin de mieux comprendre leur vision du rôle futur de la monarchie. Ces conversations ont parfois mis en lumière des constats dérangeants quant à la perception du passé colonial britannique par la jeune génération. Cette transition représente l'un des changements les plus importants de la politique étrangère britannique depuis des décennies. Pendant des siècles, ces relations ont été fondamentales pour l'influence mondiale de la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, Charles et William reconnaissent tous deux que s'accrocher à des structures de pouvoir obsolètes ne fera qu'accélérer leur effondrement. Ils s'efforcent donc de bâtir une relation de Commonwealth fondée sur le respect mutuel plutôt que sur les divergences historiques. Le dernier souhait de Charles, pour Charles, dont le règne a été assombri par des problèmes de santé et le lourd héritage de sa mère. Son dernier souhait royal dépasse le cadre des cérémonies officielles. Il espérait une réconciliation familiale, non pas une réconciliation complète, mais au moins une ouverture permettant de renouer le dialogue. D'après ses proches, il passe ses soirées à regarder des photos de famille d'une époque plus heureuse, notamment celles montrant William et Harry enfants. Il ne souhaitait pas que Harry retrouve pleinement son statut de membre actif de la famille royale, mais il ne voulait pas non plus d'une rupture définitive avec lui. Le roi a maintenu une communication privée avec Harry par l'intermédiaire d'intermédiaires de confiance, même lorsque le dialogue direct est devenu trop difficile. Charles estimait que les liens familiaux impliquaient des responsabilités qui ne pouvaient être effacées par la distance géographique ou des désaccords publics. Son point de vue était nuancé. Il s'agissait de protéger la monarchie toute en reconnaissant des liens du sang qui transcendaient les considérations institutionnelles. Il espérait laisser derrière lui non seulement une institution fonctionnelle, mais aussi une famille qui ne se soit pas complètement désintégrée. Cette préoccupation s'est intensifiée à mesure que sa santé déclinait, rendant urgent le processus de guérison des blessures familiales avant qu'il ne soit trop tard. La princesse Anne a transmis ce message avec la franchise qui la caractérise lors de la réunion de Windsor, une franchise que William et Harry respectaient pour son pragmatisme. Elle a exprimé le souhait de Charles par devoir et non par émotion. Mais même elle comprenait que la réconciliation dépendait de la volonté des deux parties, une volonté dont elle doutait secrètement qu'elle fût suffisante pour combler le fossé. L'équipe médicale du roi lui a déconseillé tout stress émotionnel pendant son traitement, rendant impossible toute intervention directe dans la relation entre les deux frères. Il a donc chargé ses conseillers les plus proches d'élaborer des pistes de communication qui pourraient être activées le moment venu. Ces plans sont conservés dans un coffre-fort privé de son bureau, prêts à être mis en œuvre si son état s'aggrave considérablement. La monarchie peut organiser des cérémonies et publier des communiqués, mais elle ne peut panser les blessures émotionnelles par décret royal. Elle ne peut effacer les révélations publiques ni réparer les trahisons privées par le protocole. Charles a tenté de créer un climat propice à la compréhension. Mais saisira-t-il cette opportunité? Il n'en a plus la possibilité, car son attention se porte désormais sur ses problèmes de santé. La décision revient à William. Son règne à venir ne sera pas qu'une simple formalité. Cela représente un choix fondamental quant à l'avenir de la monarchie et à la capacité de la famille à trouver un terrain d'entente après des années de conflits publics. Respectera-t-il le souhait de son père d'une légère ouverture, ou refermera-t-il définitivement la porte franchie par Harry? La réponse façonnera non seulement les dynamiques familiales, mais aussi la perception publique de la monarchie pour les décennies à venir. Derrière les murs du palais, les conseillers débattent des stratégies et du calendrier.
Certains préconisent une rupture nette, la suppression des titres, la clarification de l'ordre de succession et la mise en place d'une monarchie simplifiée, entièrement centrée sur ceux qui sont restés fidèles. D'autres mettent en garde contre le risque qu'une telle décision définitive suscite la sympathie du public pour Harry et Meghan, surtout si elle coïncide avec le déclin de la santé de Charles. Les historiens royaux rappellent aux deux camps que, historiquement, les familles divisées ont fragilisé l'institution. Mais la décision finale de William demeure imprévisible. Ses proches font état d'une confiance accrue en son jugement et en sa capacité à prendre des décisions difficiles. Le dernier message de Charles n'était pas une simple requête. C'était un test de la vision de William pour l'avenir de la monarchie et de sa capacité à concilier les impératifs institutionnels et les liens familiaux. L'identité moderne de la monarchie. Le roi Charles a hérité de bien plus qu'une couronne. Il a hérité d'une monarchie tiraillée entre tradition et transformation. L'institution, jadis définie par le cérémonial et le silence, se trouve désormais confrontée à un monde où la visibilité est primordiale. Et le silence est souvent perçu comme de l'indifférence. Charles le sait. Contrairement à ses prédécesseurs, il n'est pas monté sur le trône subitement. Il a attendu des décennies, observant l'évolution de l'opinion publique, l'effondrement des institutions, et apprenant ce qu'aucun roi avant lui n'avait eu, apprendre comment gouverner à une époque où le leadership lui-même est remis en question. Dès le début de son règne, Charles a clairement indiqué que sa monarchie ne serait pas un spectacle. Elle serait plus sobre, plus réfléchie et plus à l'écoute du contexte social. Sa vision a toujours inclus une famille royale réduite, moins d'apparitions publiques, moins de membres actifs de la famille royale et moins de fonctions financées par les contribuables. Il ne s'agit pas simplement d'une mesure d'économie, c'est une tentative de rétablir la confiance en faisant preuve de retenue et de pertinence. La reine Élisabeth II était un symbole de continuité. Charles, au contraire, souhaitait incarner l'adaptation. Il constate que la société a évolué. Les citoyens exigent de la transparence. Ils contestent le pouvoir héréditaire. Ils remettent en question tous les aspects de la monarchie, de la richesse aux traditions. Charles comprend que la monarchie moderne doit non seulement survivre à ces interrogations, mais aussi prouver sa valeur par ses actes et ses réformes. Il s'agit d'un équilibre délicat, honorer le passé tout en s'adaptant aux nouvelles attentes du public. Mais redéfinir l'identité de la monarchie n'est pas une tâche que Charles peut accomplir seul. Il est entouré d'une équipe de plus en plus réduite de membres actifs de la famille royale. Le prince William et la princesse Kate sont essentiels à l'avenir de la monarchie. Ils suscitent la sympathie du public et attirent de l'attention internationale. Cependant, des problèmes de santé récents, affectant Charles et Kate, ont entraîné des absences et une charge de travail réduite. À l'ère des médias, l'absence est vite synonyme de vulnérabilité. Lorsque des personnalités importantes disparaissent de la vie publique, les spéculations vont bon train et, une fois lancées, il est presque impossible de les contenir. Tout au long de sa vie, Sa Majesté la Reine, ma mère bien-aimée, a été une figure emblématique. C'est pourquoi Charles a fait de la gestion des médias une priorité discrète. Il n'a pas déclaré la guerre à la presse, mais il a instauré de nouvelles règles. Sous son impulsion, les engagements royaux sont plus courts, plus restreints et plus sélectifs. Les photographes ne circulent plus librement. L'information n'est partagée qu'en cas de nécessité. Les moments spontanés se font plus rares, les fuites se font plus rares et les apparitions plus préparées. Il ne s'agit pas d'un repli, mais d'une stratégie visant à préserver l'image de la famille royale tout en maintenant sa dignité. Charles est conscient que la monarchie ne maîtrise plus le discours public de facto. La décision du prince Harry et de Meghan Markle de s'exprimer publiquement à travers des interviews et des accords de diffusion en continu a démontré au monde entier que le silence du palais n'est plus efficace. Cette situation a créé un contexte où les émotions et les conflits ont été relayés à l'échelle mondiale, contraignant la famille royale à réagir non pas par des communiqués de presse, mais par ses actes. La réaction de Charles a été de garder son calme et d'éviter les contre-attaques publiques. Mais en privé, il réorganise la manière dont la monarchie gère son image publique. Dans cette nouvelle stratégie, la maîtrise et la prudence sont essentielles. Les relations de la famille royale avec les médias ont été transformées. Charles a approuvé des audits internes de la communication et limité l'accès des initiés. Selon certaines sources, la surveillance des fuites est renforcée et les relations avec la presse sont encadrées de manière plus directe. Ce changement, bien que discret, marque une évolution des rapports de force. Le roi n'est plus seulement une figure cérémonielle, il est le garant ultime de l'image publique de la monarchie. Mais cette prudence a un prix. Plus la famille royale dissimule d'informations,
plus le public spécule. Dans le monde actuel, le mystère n'inspire pas l'admiration, mais le doute. Le roi s'efforce de préserver le prestige de l'institution sans paraître distant ni indifférent. C'est peut-être là le plus grand défi de sa fonction. Rester présent sans trop s'exposer. Jusqu'à présent, l'approche de Charles est restée cohérente. Il modernise par la discipline, non par le spectacle. Il redéfinit l'identité de la monarchie en réduisant sa taille et en renforçant son contrôle. Il ne recherche pas la popularité, mais la légitimité. Et pour lui, la légitimité doit découler de la responsabilité, non du charme. Cette version de la monarchie ne plaira peut-être pas à tous. Elle est plus discrète, plus prudente et plus encadrée que jamais. Mais pour Charles, il ne s'agit pas de performance. Il s'agit de préparer l'institution à vivre à une époque où plus rien n'est sacré et où tout est public. Alors que William se trouve à l'aube de son règne, une seule décision pourrait bouleverser à jamais le destin de la monarchie. Qu'en pensez-vous? William devrait-il respecter les dernières volontés de son père ou adopter une position plus ferme pour préserver la stabilité de la couronne? Partagez votre avis dans les commentaires.